Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Une vie avec ou sans réseau. Sans réseaux sociaux, je parle évidemment, c'est de ça qu'on va parler. Je m'appelle Mathis, j'ai 20 ans et malgré mon jeune âge, je n'utilise quasiment pas les réseaux sociaux. Enfin si, je les ai bien sur mon téléphone, comme tout le monde, mais je ne les utilise pas hormis pour recevoir et pour envoyer des messages. Pour vous donner une idée, ma consommation d'écran actuelle est comprise en moyenne entre 1 à 2 heures par jour. C'est pas beaucoup, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours été exemplaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et si aujourd'hui j'en suis arrivé là, c'est à la fois le fruit de convictions, mais aussi d'un combat personnel. Parce que dans mes 20 ans, il y a une bonne partie qui a été passée avec des écrans et pas mal d'écrans. Alors pas forcément des réseaux sociaux, mais je vais vous détailler tout ça, notamment dans ce premier épisode, puisqu'au total il y en aura 3, où je vais vous raconter ma relation personnelle avec les écrans et comment elle a évolué au fil des années. Donc bienvenue dans Une vie avec ou sans réseau, c'est le premier épisode, une relation personnelle avec les écrans. Alors on va commencer notre histoire au début des années 2000. Bon, on est d'accord, il n'y a pas encore de réseaux sociaux, pas encore de téléphone tactile, ni trop d'applications. À la limite, on peut jouer à Snake sur les téléphones à clapet des parents, mais c'est tout. Plus précisément, je suis né en 2003. Et chez moi, il n'y avait que la télévision pour s'occuper sur des écrans. Pas d'internet, en tout cas, ça existait, mais pas chez nous. Et donc, on avait le droit à plusieurs programmes, notamment celui-ci. Bon, si vous l'avez reconnu, c'est que vous avez au moins 17-18 ans, c'est à peu près sûr. C'est le générique vu 20h du journal de TF1. On n'allumait pas la télé avant, en semaine. Donc c'était l'un des programmes auxquels j'étais confronté, puisqu'on l'allumait à 20h. Bon, après, on n'était pas non plus, parce que j'ai une sœur, on n'était pas non plus confronté qu'aux informations terribles du journal de 20h. Il y avait aussi ceci. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Ou encore cela. Ah, puis celui-là aussi. Oui, des dessins animés, bien sûr. Il y a les programmes pour enfants. Si vous avez entre 15 et 25 ans, il est certain que vous en avez au moins reconnu un générique. Donc on avait le droit à la fois à la télé à partir de 20h, sachant qu'on se couchait à 20h30 en semaine. Aussi, des programmes pour enfants après les cours ou le week-end, de temps en temps. Très contrôlés par les parents d'ailleurs. Mais aussi le vendredi soir et le samedi soir, donc quand le lendemain on n'avait pas école, pour des programmes comme celui-ci. Ou celui-là. Finalement, c'était assez limité. On n'avait que la télé et pas non plus une consommation absolument extraordinaire, puisque mes parents avaient un contrôle vraiment très étroit de ce que l'on faisait. Dans mes années primaires, donc entre CP et CM2, 6-10 ans globalement, les écrans apparaissent progressivement. Donc au départ, on n'avait que la télévision. Puis après, les écrans sont apparus progressivement avec par exemple une DS et puis un ordinateur à la fin des années 2000. Donc l'arrivée d'Internet, progressivement, l'arrivée des écrans, etc. et de l'époque, j'ai envie de dire, moderne qu'on connaît aujourd'hui avec des écrans un peu partout. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet, et c'est assez amusant de voir l'évolution en 10 ans. En CM2, ma maîtresse nous avait raconté qu'il y avait une famille qui avait passé une semaine sans télévision. Et je précise bien sans télévision, je ne dis pas sans écran, je dis sans télévision. Et on avait déjà, dans la classe, on avait déjà trouvé ça assez incroyable, qu'il y ait une famille qui décide de se passer de ça, et qu'ils étaient confrontés à trouver d'autres occupations que la télévision, par exemple le soir. C'est vraiment très commun de regarder la télévision le soir. Et donc, cette famille avait ce défi-là. Et ce n'était que la télévision, puisqu'il y avait c'était vraiment le média essentiel à l'époque. Et on voit qu'à l'espace de 10 années, on a multiplié
télévision, téléphone, ordi, tablette, etc. Imaginez aujourd'hui si on essaye pendant une semaine de se couper totalement des écrans. Le défi serait multiplié par 12, vraiment. Donc jusqu'en primaire, notre consommation d'écran, notamment de télévision, de DS et d'ordinateur, était vraiment très contrôlée. On devait demander, par exemple, pour avoir accès à l'ordinateur ou pour jouer à la DS, à Pokémon par exemple. Et aussi, on avait un temps limité. Puis après, le collège, c'est le début des premières libertés, quand tu peux commencer à regarder des programmes à la télé tout seul, choisir ce que tu regardes avec l'émergence du replay par exemple, avoir accès aussi à l'ordinateur, ou tout un tas de choses. Et c'était vraiment un privilège quand tu commençais le lundi matin à 10 h, tu savais que tu avais 2 heures tranquilles, où tu pouvais faire ce que tu voulais à la maison. C'était quelque chose d'assez inédit de vivre, d'être tout seul à la maison. Ça n'arrivait pas au primaire, c'est très peu. Mais c'était surtout quelque chose qui marquait le collège, notamment quand tu arrivais plus tôt des cours ou que tu commençais plus tard que 8 heures. Donc on sautait sur l'occasion avec ma sœur d'allumer la télé notamment, pour regarder ce qu'on voulait. Mais bon, en soi, ce n'est pas une vraie rupture avec la période précédente. Les parents continuent à contrôler notre temps d'écran, et puis de toute manière, c'était quand même un contrôle. Enfin, le temps tout seul à la maison était quand même assez limité. Puis après, là où il y a une vraie rupture, c'est l'apparition du téléphone. Alors ça, le 25 décembre 2016, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est l'apparition du téléphone dans ma vie. Ma sœur en avait déjà un depuis plusieurs années, puisqu'elle est plus grande que moi. Elle en a eu avant moi. Et j'avais hâte d'en avoir un. Et ça n'a pas manqué. Quand j'ai commencé à l'avoir, j'ai tout de suite eu une consommation assez importante. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres de l'époque. Mais je sais que c'était assez important. Notamment, j'adorais jouer aux jeux mobiles. Pour certains, c'est des jeux sur ordinateur ou des jeux sur console. Moi, j'ai jamais joué quasiment à tout ça. J'ai surtout joué à des jeux mobiles. Juste, le bruitage de certains jeux vous peut-être vous rappeler quelque chose si vous y avez déjà joué, ou bien que vous avez entendu parler des gens jouer à ça. Par exemple, celui-ci, c'est Clash of Clans. Celui-là, c'est Brawl Stars. Ou encore celui-là, Hay Day. Bon bref, j'ai testé tous les jeux Supercell. Dans mes années collège, puisque 2016, ça tombait en plein dans ma 4e, entre la 4e et la seconde, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à jouer à des jeux mobiles. Ça me posait absolument aucun problème de passer une bonne partie de ma journée et avoir comme principale occupation de jouer à Clash of Clans par exemple. D'ailleurs, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous m'auriez connu à l'époque, vous auriez bien connu le jeu parce que j'en parlais assez fréquemment. J'étais absolument fan et c'était ma principale occupation en fait. Je jouais dès que j'avais du temps libre, parfois entre les cours et la plupart du temps le matin avant d'aller en cours et puis le soir en rentrant. Je pensais vraiment beaucoup à ça. En plus, ça m'offrait, il faut savoir que sur ce jeu, notamment, il y a un système de clans dans lequel on retrouvait un chat pour pouvoir discuter avec les membres de son clan. Et donc, j'ai développé une sorte de nouveau cercle de sociabilité sur ces jeux-là, alors que j'étais au collège notamment assez timide, avec une faible confiance en moi. J'y reviendrai certainement dans cet épisode. Et donc, j'étais vraiment très heureux sur ces jeux-là, de pouvoir parler à de nouvelles personnes par message dans ces jeux-là. Donc, hormis la guitare que je pratique depuis très longtemps, ça a été vraiment quasiment ma seule occupation. Et d'ailleurs, ça agaçait beaucoup mes parents. Parce qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans ma chambre, ça nous paie quasiment pas en fait, hein, globalement c'était ça. À chaque fois qu'ils rentraient dans ma chambre, ils me trouvaient derrière la porte, debout, en train de faire du téléphone et de jouer globalement. Et vraiment, je ne pensais qu'à ça. En vacances, je pensais aux jeux, je pensais à ce que j'allais améliorer, je pensais à tout ça, vraiment. Le téléphone, c'était une libération supplémentaire puisque je l'avais en permanence avec moi. Et donc, mes parents n'avaient plus le contrôle là-dessus, ni de ce que je faisais, ni du temps d'écran. Il y avait 2 règles tout de même à la maison. La première, c'était pas de téléphone au repas. Ça, c'était une règle qui est présente depuis toujours. Et aussi, une autre règle, c'est celui de
de l'interdiction du téléphone la nuit. Étant donné que j'étais fan de mon jeu et que je ne pensais quasiment qu'à ça, bon après là je vais passer pour un gros geek, mais bon, je caricature un peu quand je dis que je pense qu'à ça, c'était pas totalement vrai, j'avais d'autres occupations et je ne jouais pas non plus en permanence, mais j'y pensais vraiment très souvent et ça rythmait mes journées. Au point que, malgré l'interdiction d'en faire la nuit, bah, je trouvais des stratagèmes pour avoir accès à mon téléphone la nuit. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer la nuit jusqu'à minuit, par exemple. Minuit, bon, aujourd'hui, ça me paraît un peu dérisoire de me dire, bon, minuit, c'est pas non plus incroyable. Mais c'était quand même assez exceptionnel pour l'époque. Et rien que l'idée de me coucher à minuit, je trouvais ça juste dingue. La deuxième chose, c'est que ça ne me posait pas problème personnellement. D'abord parce que j'adorais ça, mais en plus parce que j'ai toujours été bon élève et que ça n'a pas impacté mes notes du point de vue scolaire, ça n'a rien impacté du tout. J'ai toujours été bon élève, toujours eu des bonnes notes, des bonnes appréciations, un bon comportement en cours, assez sage. Et donc ça n'a rien impacté du tout. Donc finalement, ces dérives, quand je dis que j'avais le téléphone la nuit, ben, c'était contrebalancé par le fait que j'étais bon élève, donc ça ne posait pas tant de problèmes que ça. En même temps, il faut bien s'avouer que je ne faisais pas non plus grand-chose. En fait, je faisais ce qui était nécessaire pour le collège, donc je travaillais, mais pas énormément, mais suffisamment pour avoir des notes vraiment très correctes. Donc ça saoulait mes parents, et au point que, parfois, dès après-midi, ma mère me confisquait mon téléphone, parce que ça la gavait trop, et j'étais bien embêté, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. D'une après-midi entière, je ne savais pas quoi faire. C'était une sorte de sevrage forcé, qui ne me plaisait pas du tout. Et j'étais contraint d'errer, de m'ennuyer, de chercher d'autres occupations, d'inventer des jeux, comme je devais le faire quand j'étais petit, mais que je ne faisais plus puisque j'avais mon téléphone en permanence. Et donc je m'ennuyais, tout simplement. Et j'avais hâte de retrouver mon téléphone. Je peux vous dire que les après-midi étaient longues. Après, ce constat est quand même à nuancer. Je n'étais pas non plus en permanence, toujours sur mon téléphone, même s'il y a certaines périodes où c'était vraiment très prégnant. Donc je n'ai pas de chiffre de ma consommation, mais ça aurait été intéressant de savoir combien de temps je passais sur mon téléphone, combien de temps je passais à jouer. Mais en tout cas, c'était de nombreuses heures, et notamment le week-end, y compris lorsqu'il faisait beau dehors, bah, je restais cloîtré à la maison une partie de la journée à être sur mon téléphone. J'ai beaucoup parlé des jeux mobiles, mais il y a aussi par exemple YouTube que j'ai découvert à peu près à la même époque et que j'ai commencé à regarder de plus en plus. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de réseaux sociaux et je ne les utilise quasiment pas. Je les ai juste sur mon téléphone et je réponds aux messages avec. Mais sinon, je ne les utilise pas, je ne regarde pas les contenus des autres et je n'en publie pas. Et je n'ai jamais été trop fan du principe. C'est marrant parce que ça ne m'a jamais trop tenté. En fait, dès que j'ai eu mon téléphone, j'ai installé Snapchat, par exemple. Pas du tout Instagram. Instagram, je l'ai installé que bien des années plus tard. Et je publiais quasiment rien. Et je regardais un peu vite fait ce que les autres publiaient. Mais ça ne m'a jamais vraiment tenté. C'est à la fois parce qu'on m'a sensibilisé à l'école, par les parents aussi qui voyaient ce phénomène et qui leur faisait peur aussi. Donc j'ai été impacté par ça. Mais aussi parce que le principe de partager sa vie ne m'intéressait pas trop. Après, je dis ça, mais j'ai quand même eu ma période sur Snap où je partageais dans ma story, non pas ma vie, mais par contre, je faisais des petites, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des stories humoristiques, mais qui étaient vraiment pas drôles, hein. C'était vraiment très spécial, disons, mais j'ai même un peu honte. Mais je voulais faire un peu comme tout le monde et donc je partageais du contenu. Et comme je voulais pas partager spécialement ma vie, ça m'intéressait pas trop, bien je faisais des petits trucs comme ça. C'est même à l'époque, mes potes me disaient: «Mais arrête de faire ça, vraiment, ça n'a aucune utilité, c'est pas spécialement drôle» et j'étais tout fier, hein, de faire ça, en plus de faire comme tout le monde, de publier du contenu. Mais non, ça marchait pas des masses. Mais je veux insister sur un point, c'est que malgré une consommation très forte de mon téléphone, notamment des jeux mobiles et de la consommation de vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux, c'était un peu le parent pauvre de ma consommation personnelle, c'est-à-dire que je n'y passais quasiment pas de temps et même les messages, par exemple, j'en avais assez peu et ça ne m'intéressait pas, en fait. C'est globalement, les réseaux sociaux, ça a toujours été quelque chose
un phénomène que j'ai pas trop compris, ou plutôt que j'ai pas saisi. Je suis toujours passé pour le mec sans réseau, sachant que j'ai eu Instagram, ça se trouve, en 2021. Globalement, j'ai un compte partout, sauf sur TikTok et BeReal, mais sinon j'ai un compte partout. On va s'attaquer, après l'enfance et le début de l'adolescence, à la période où j'ai cherché à me libérer de cette consommation. Je vous ai dit, j'étais bon élève, cette consommation ne me posait pas de problème, j'étais très content de jouer à des jeux mobiles, de regarder des vidéos, mais il est arrivé un temps, à partir de la classe de première notamment, donc à peu près 2020, où je me suis dit ça commence à poser problème et je commence à avoir envie d'autre chose. En fait, j'avais de nouvelles envies. J'avais plus envie trop de passer mon temps sur des jeux mobiles, à regarder des vidéos. J'avais d'autres envies et je commençais à me construire une identité, des goûts, savoir ce que je voulais faire un peu plus dans la vie. C'était un processus et donc progressivement, cette consommation d'écran commençait à impacter mes envies pour la suite. D'ailleurs, dans un même mouvement, à partir de la première, j'ai substitué les jeux. J'ai commencé à arrêter progressivement à jouer à des jeux mobiles pour uniquement me concentrer sur YouTube. Ce qui m'a un peu porté préjudice quelque part, c'était une simple substitution et non une diminution des écrans. Et donc ça commençait à me poser problème, cette consommation, parce que je sentais que je subissais plus qu'autre chose. Si jamais vous avez cliqué sur ce podcast, que vous écoutez cet épisode, ça veut peut-être dire que vous êtes intéressé par tous ces sujets d'écran. Vous êtes notamment peut-être au courant qu'il y a des algorithmes sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, dont YouTube fait partie, qui fait que ça libère dans le cerveau de la dopamine, l'hormone du plaisir, et qui nous pousse à rester le plus longtemps possible. Donc, en première, j'étais encore chez mes parents et je commençais à avoir ce problème. Mais surtout, ça a commencé à devenir vraiment un problème à partir des vacances, des grandes vacances de la fin de la terminale. J'étais encore chez mes parents et j'avais beaucoup de temps libre puisque j'étais en vacances. Mais je passais une bonne partie de mon temps sur YouTube, de manière tout à fait impuissante. D'ailleurs, je m'étais même fait un post-it devant moi, qui n'a eu que très peu d'effet, voire même 0, où j'avais écrit « Impuissant, cesse de traîner sur YouTube ». Donc j'avais vraiment conscience depuis l'été 2021 de ce souci. Et j'ai mis à peu près 1 an et demi à me battre et à chercher, à trouver des solutions pour éviter de passer trop de temps sur YouTube. Sauf que je vous ai dit combien j'avais passé d'années depuis la 4e à être sur mon téléphone, à regarder des vidéos, à jouer à des jeux sur mobile. Tout ça, ça crée des habitudes ancrées et c'est difficile à enlever. À rajouter à cela, comme je vous ai dit aussi, qu'il y a les algorithmes et la libération de dopamine à chaque fois qu'on reste sur ces applications, qui fait que l'on reste sans même trop le vouloir et parfois contre ses intérêts. Et là où ça a posé le plus problème, c'est quand je suis arrivé à la fac. J'ai changé de ville, j'ai arrêté de vivre chez mes parents et je vivais donc tout seul. Et il fallait que je me gère tout seul. Mais en plus de ça, la difficulté qui s'ajoute, même si j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, c'est qu'il faut subvenir à ses propres besoins. Il faut aller faire les courses, faire à manger, faire la lessive, etc. Et ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est ce que j'appelle un cycle permanent. Pour vous illustrer ça, ça va être extrêmement simple. En fait, j'avais depuis, comme je vous ai dit, depuis la première, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je cherchais à m'en libérer, où je commençais à avoir ce problème et je me suis dit, bon, il faut que je réagisse. Donc, il m'arrivait d'avoir des périodes, notamment à peu près 1 semaine, où je ne faisais quasiment pas d'écran, à une consommation à peu près comme celle que j'ai aujourd'hui, que j'ai décrite au début de cet épisode, à savoir 1 à 2 heures de téléphone, avec vraiment une consommation très limitée de YouTube. Le problème, c'est qu'à la moindre frustration, cette période de faible consommation était détruite. À la moindre frustration, à la moindre fébrilité, par exemple si j'étais contrarié dans mon emploi du temps, ou contrarié tout court par un autre événement, pour me soulager et pour me donner du plaisir immédiat, j'allais sur YouTube. Sauf que ce temps de YouTube, je pouvais y rester très longtemps.
Je peux vous donner le cas de week-end que j'ai passé quasiment entier à ne regarder que des contenus vidéo. Par exemple, le vendredi soir, je commence à rester sur mon ordi, à regarder des contenus sur YouTube. Je laisse la vaisselle en plan. Le lendemain matin, le samedi, ayant une faible motivation, puisque la veille, je suis resté sur YouTube, eh bien, je retourne sur YouTube pour me déculpabiliser. Or, le sentiment de culpabilité augmente avec la consommation sur YouTube. C'est une sorte de cercle vicieux. Et donc, je pouvais rester tout mon week-end comme ça, en culpabilisant, et à passer de nombreuses heures sur mon écran. Alors, je me sentais vraiment honteux, j'avais beaucoup de culpabilité à l'époque. Plus je restais, plus c'était difficile. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois, tu as envie d'arrêter, mais en même temps, tu ne peux pas. Parce qu'il sera toujours plus difficile d'arrêter de regarder, de fermer l'application et de se dire « mais après toutes ces heures sur YouTube, qu'est-ce que je fais ?» La culpabilité te revient en pleine face. Alors que quand tu regardes ton contenu, certes, tu as la culpabilité qui émerge, qui grandit en toi, mais elle est un petit peu anesthésiée par le fait que tu sois distrait par ce que tu regardes. Et donc, si je devais faire un schéma classique, le cycle permanent, c'est ça. C'est une semaine où j'ai une consommation absolument très raisonnable et très faible de YouTube, de mon téléphone, etc. Et une semaine où où toutes mes occupations, tout mon temps libre est dû à ça. Et comme j'étais très honteux, que j'avais beaucoup de culpabilité, je ressentais des choses très négatives, que j'étais vraiment pas fier de moi. Et donc, j'en parlais pas autour de moi. Et donc, la première année de fac, la saison 2021, l'année scolaire 2021-2022, j'en ai quasiment pas parlé autour de moi. Puis après, je me suis dit, bon, il faut prendre son courage à deux mains et assumer de plus en plus. Donc j'ai commencé à assumer, à en parler un peu autour de moi, à dire que c'est un problème, que je subis cette consommation. Et pourtant, ça rentrait un peu en contradiction avec, avec mon discours sur les réseaux sociaux où je disais il faut moins consommer les réseaux sociaux, on est beaucoup sur ça aujourd'hui, il faudrait diminuer notre consommation, etc. Ça rentrait un peu en contradiction, donc il y avait un double message pour les gens à qui je parlais de mes problèmes sur YouTube. Ils se disaient, mais en fait, il n'a pas de problème, il n'est pas sur les réseaux, de quoi il me parle. Et c'était très difficile. Le plus difficile, en fait, c'était d'être confronté à soi-même et ce sentiment de culpabilité et de honte. Donc, je me suis battu et j'essayais de chercher des solutions à chaque fois que je recommençais une période sans YouTube et dans une consommation raisonnable, de me donner des règles fixes, de me donner des règles strictes. Et je me disais, j'avais l'espoir à chaque fois, quand je revenais dans ces périodes-là, que ça allait fonctionner. Sauf que pendant 1 an et demi, à chaque fois, je rechutais au bout d'une semaine, 5, 7, 10 jours, voire même 14 jours, grand maximum. C'était vraiment très frustrant et une période très désagréable. Le problème n'était pas que je vive tout seul, j'ai toujours bien vécu tout seul, ça ne m'a pas dérangé de quitter le logement familial, si vous voulez. Mais par contre, j'avais du mal à gérer les écrans. C'était vraiment ma plus grosse difficulté. Donc, tous ces échecs m'ont amené à me dire « oh là là, j'arriverai jamais », à avoir une forme de fatalisme. Puis arrive le début de l'année 2023. Et là, j'ai une idée. Sans trop de conviction, je me dis, bon, on va recommencer encore une fois, on va essayer de faire des efforts pour avoir une consommation raisonnable, etc. Et j'ai commencé à mettre un nouveau système en place. Et j'ai réussi, au début de l'année 2023. D'ailleurs, ce qui m'a aidé, c'est de me dire que je subissais une addiction. Ça me permettait de mettre un mot sur ce que je subissais, parce que j'avais vraiment l'impression de subir. Et je crois que mettre ce mot-là, ça m'a aidé. Donc, au début de l'année 2023, je peux vous donner la date exacte, c'est le 4 janvier, le mercredi 4 janvier 2023, j'ai décidé, une nouvelle fois, il faut bien voir que ça n'avait rien d'exceptionnel, d'arrêter YouTube, de ne regarder 0 minute, vraiment d'avoir le temps minimum. Mais j'ai mis un système en place, et je vous en expliquerai la teneur dans le 2e épisode, qui fait que ça a changé beaucoup de choses. Il y avait un mouvement de fond où j'étais lassé de YouTube, où j'étais lassé de ce que j'appelle le cycle permanent. Et donc, au bout d'un moment, début 2023, ça a fonctionné. Et là, aujourd'hui, on est début juin, et je n'ai rechuté globalement qu'une seule fois. Et encore une seule fois, et c'était pas aussi terrible que ce que je connaissais en 2021-2022.
Et pendant ces 5 premiers mois de l'année, je vis une meilleure vie. Je peux faire davantage de choses et globalement, je suis plus heureux. Bon, c'est quelque chose, ça a l'air d'être assez utopique, mais globalement, pour moi, les écrans et les réseaux sociaux, le fait de passer une majorité de son temps, d'être accaparé par tout ça, ça participe, quelque part à notre malheur quand ce n'est pas contrôlé et quand on y passe une majorité de notre temps. Et donc, ça sera tout l'objet de ce deuxième épisode. Donc dans ce deuxième épisode, je vous expliquerai à la fois mes motivations à avoir une consommation très raisonnable et de ne presque pas utiliser les réseaux sociaux, ou bien les jeux mobiles, ou bien YouTube. Mes objectifs aussi, et puis les effets bénéfiques que je ressens depuis le début de cette année 2023, avec une consommation qui est globalement raisonnable et qui est restée assez stable sur toute la période. Je vous expliquerai aussi ce que ça fait de vivre sans réseaux sociaux dans une société où, effectivement, et notamment dans notre génération, on est entouré par tout ça. On se retrouve pour un deuxième épisode qui est d'ores et déjà disponible sur Spotify et Deezer. C'était Mathis, et à bientôt. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.